Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société Un constat pour évoquer le thème de cette émission. La pluie se fait attendre. Les dernières années, il était souvent question d'épisodes caniculaires, mais depuis l'été dernier, on parle plutôt d'une sécheresse qui s'est véritablement installée sur la durée, avec des impacts que l'on jauge peut-être un peu mal aujourd'hui, mais qui pourraient s'avérer, disons-le clairement, catastrophiques. Les conséquences et surtout les indispensables adaptations au manque d'eau, on en parle avec nos invités. Jean-Marc Vautier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service eau dans la ville et industrie à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je précise que, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on a véritablement quelqu'un de l'agence de l'eau Rhin-Meuse sur ce plateau. J'en suis vraiment ravi. Merci. Nadine Perrin, la maire sans étiquette de Basse-sur-le-Rue. Bonjour. Basse-sur-le-Rue, une commune sur les hauteurs de Vanier, grosso modo, Mm, hein, si je, c'est ça. pour situer, pour ceux qui habitent peut-être plus à l'ouest du département, ou alors de l'autre côté, en Déodacie. Et enfin, Jean-François Fleck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la société, l'association Vosges Nature Environnement. Vosges Nature Environnement, Association agréée au titre de la protection de l'environnement pour le département des Vosges. avec un dossier qui vous tient à cœur, ce dossier de l'eau, bien évidemment, des pollutions, des ressources, etc., etc. Voilà, énormément de choses à se dire, bien évidemment. L'idée de cette émission, bah, forcément, voilà, on est au début de l'été. On est un an après un été qui aura été marquant, qui a marqué les esprits. Je parlais de sécheresse qui s'est véritablement installée. On a parlé dès l'automne, dès le début de l'hiver, de sécheresse hivernale. Il n'a pas plu assez, bien évidemment, ce printemps. Jean-Marc Vautier, là tout de suite maintenant, quelle est la situation chez nous dans les Vosges? La situation est malheureusement celle qu'on a maintenant régulièrement en début d'été, presque chaque été là, depuis quelques années, à part peut-être l'année 2021 qui faisait exception avec beaucoup d'eau au printemps et en début d'été. Donc là, ce qui est marqué, c'est même si on a un petit plateau avec quelques pluies les temps derniers, ça ne suffit pas. On a eu une sécheresse très difficile au mois de mai et au mois de juin. On pourrait même parler de sécheresse violente. Et de ce fait, les pluies qu'on reçoit, qui sont tant attendues pour les sols là, dans les prochains jours, ne vont pas changer la donne. On arrive en début d'été avec des restrictions, en tout cas des sujets, des pluviométries qui est trop faibles, et les restrictions dans les usages de l'eau commencent à s'installer. Et c'est normal vu la situation, parce que durant l'été, on va avoir, même s'il y a des pluies, elles sont rarement suffisamment efficaces pour, je dirais, revenir à une situation complètement normale, même si aujourd'hui le terme normal n'existe plus, on s'habitue et on s'installe dans des sécheresses, on dirait, chroniques. Donc les mesures aujourd'hui qui s'installent de restrictions ont un volet quand même préventif et seront levées, j'imagine, si la situation revient à la normale, c'est très peu probable. Alors, par rapport au service de la préfecture et de l'État et donc la situation sur ce, cette jauge de la sécheresse, on rappelle les trois niveaux d'alerte. Premier niveau, vigilance, après alerte renforcée et après vigilance renforcée, hein, je ne me trompe pas. Et sachant que c'est au niveau des restrictions vraiment très dures des usages de l'eau, c'est à partir du troisième niveau, à savoir l'alerte renforcée. Et l'alerte renforcée... La crise, pardon. Et oui, le top. Et la crise, pardon, je réitère, le troisième niveau, l'alerte renforcée, avait été atteinte le 18 juillet. Nous sommes début juillet, ça fait déjà une semaine, 10 jours que nous sommes en alerte. Est-ce qu'on va atteindre plus tôt que le 18 juillet l'alerte renforcée? À voir. Vous avez bien fait de me reprendre, Jean-François Fleck, évidemment, le quatrième niveau, c'est la crise. Nadine Perrin, quelle est la situation sur votre commune à Basse-sur-le-Rue, là, tout de suite maintenant? Alors, tout de suite maintenant, la situation est maintenue. La ressource est toujours là, suffisante pour alimenter le réseau. Euh, Contrairement à il y a quelques années où nous avons connu de grosses difficultés. On va évoquer les travaux que vous avez faits, parce que l'année dernière, vous avez été, j'ai envie de dire, relativement épargné, mais justement, peut-être parce que en 2018, vous aviez été sévèrement touché, Oui, et que les années qui ont suivi, à savoir 2021, me semble-t-il, vous avez réalisé des travaux c'est qui ça. vous ont donné peut-être un tout petit peu d'avance par rapport à d'autres communes. Jean-François Fleck, quel regard vous avez là tout de suite maintenant sur la situation dans notre département? Disparate, mais un petit peu inquiétante partout. Oui, je pense que c'est inquiétant à l'échelle de tout le département, comme partout en France, hein, peut-être à un degré un petit peu moindre, mais c'est vrai que c'est une situation qui se répète, donc on n'est pas en situation exceptionnelle renouvelée,
Mais on est aujourd'hui dans une tendance qui se révèle d'année en année, avec des canicules de plus en plus répétées et en plus des sécheresses également répétées. Donc on change complètement de la donne, si vous voulez, et on était habitué à avoir à gérer une ressource en eau dans des conditions avec de la pluie régulière. Aujourd'hui, eh ben, il va falloir avoir des objectifs de gestion pour le moyen et le long terme qui soient différentes, qui tiennent compte de cette raréfaction de la pluviométrie et de l'augmentation de la température. Objectif de gestion, objectif de rendement, objectif d'utilisation. Il y a la gestion, c'est la gestion du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à vraiment l'usager. Et entre les deux, voilà, c'était la transition entre les deux. Jean-Marc Vauthier, il y a les canalisations. Alors, 2, 3 thèmes qu'on va aborder évidemment dans cette émission. Si vous voulez bien, on va parler de la situation présente là tout de suite maintenant en termes de distribution de l'eau, puisque les pertes sont assez importantes aujourd'hui dans les réseaux. D'énormes chantiers non pas que vous pilotez, mais que vous accompagnez. Vous allez nous raconter ça. Et puis dans un second temps, on parlera des adaptations diverses et variées à ce manque d'eau. Vous êtes sous pression en ce moment. Beaucoup de sollicitations à l'agence de l'eau Rhin-Meuse, justement par les collectivités et puis par les industriels éventuellement pour mettre en place des choses. Oui, et tant mieux si on est un peu sous pression, puisque c'est quand même notre objet social, je dirais, l'agence de l'eau, d'apporter un soutien financier aux porteurs de projets, les industriels, les collectivités dans le domaine de l'eau. Alors il est vrai que sur la thématique de la quantité d'eau, c'est une thématique qui est assez récente chez nous. Et notamment, en particulier depuis 2003, où progressivement on voit en tout cas ces problématiques de sécheresse apparaître. On pensait que c'était plutôt des problématiques d'autres régions, et puis finalement le climat nous rattrape très très vite. Et dans l'est de la France, on a en effet des problématiques fortes, et donc dans le département des Vosges. Alors oui, sur la thématique des fuites, on a encore des efforts à mener. Alors non pas que la situation soit, je dirais, catastrophique. On est dans les Vosges, dans une moyenne des collectivités en termes de rendement des réseaux, en moyenne, qu'on a dans d'autres territoires ruraux en France. Hein, à savoir un peu moins de 80% de rendement en moyenne, entre 75 et 80%, si on prend les données de 2021. C'est-à-dire de 15 à 20% de l'eau qui est perdue en route. Tout à fait, avec des collectivités qui ont des rendements très élevés et d'autres qui ont des rendements, on va dire, un petit peu en décrochage, ce qui ne posait pas des problèmes majeurs tant que l'eau était disponible. Mais quand les sources baissent, là, les ruptures peuvent être présentes. Et puis, c'est une eau qu'on gaspille, c'est une eau qu'on dérive des milieux naturels, c'est une eau qu'on traite. Donc, c'est une eau aussi qui a une empreinte énergétique, puisque parfois l'eau, on la pompe, on la traite, on la transporte. Donc l'idée, c'est d'aller vers la sobriété en eau de plus en plus. Donc nous avons des programmes de financement là, qui sont en cours, offensifs, je dirais, vers les aides, en particulier aux collectivités, avec ce qu'on peut appeler un plan sécheresse, qui est valable pour l'année 2023. Et d'ailleurs, dans le Grand Est, votre agence de l'eau, Rhin-Meuse, avait été assez précurseur, avait anticipé quelque part le plan sécheresse annoncé par le gouvernement là en début d'année, enfin ce printemps. Oui, les instances de bassin ont voté ce plan sécheresse à l'automne dernier, ce qui était pour nous important puisqu'on a vécu un été 2022 quand même assez dur, même s'il faisait déjà suite à d'autres étés durs. Il était particulièrement dans les Vosges une vingtaine de collectivités qui étaient quand même dans une situation de rupture, et puis on en suit un autre nombre qui sont en situation de fragilité, on va dire un peu chronique. Donc il y avait la nécessité là de monter d'un palier en termes de financement des travaux, et on sait que si on aide des travaux à 40% ou à 80%, l'effet levier n'est pas le même, et donc les taux d'aide sont montés pour les collectivités les plus fragiles dans les Vosges, donc la partie massif, le secteur de Vitel aussi où il y a des tensions sur l'eau. On monte nos financements de 60 à 80%, ce qui est un appel, je dirais, au projet pour les collectivités porteuses, en tout cas, de la compétence eau potable. Difficile de donner des chiffres comme ça, mais allez, donnez-nous peut-être, ça coûte combien pour une commune rurale de faire 100 mètres de nouvelles canalisations? Juste les canalisations, hein. Il n'y a pas les stations d'épuration, les réseaux de distribution au bout, etc.
Eh ben, en gros, aujourd'hui, nos taux de référence sont autour de 300 et quelques euros, 330 euros pour un mètre. Donc D'accord. voilà, si on fait sur 100 mètres, ça fait à peu près 30 000, 40 000 euros. Mais ça va vraiment dépendre des configurations locales. Hein. Si on est en secteur urbain avec beaucoup de contraintes, on a aussi des problématiques en ville, hein, sur nos villes dans les territoires. Mhm. Ou si on est sur des canalisations vraiment posées en plein champ, on va avoir des coûts qui peuvent aller du simple au double. Et nous avons également subi, je dirais collectivement, une inflation aussi du coût des travaux, hein, depuis 2 ans. On a parlé des rendements tout à l'heure, il y a un objectif qui est clairement affiché, c'est un rendement minimum de 85%, c'est-à-dire seulement 15% de perte. Alors oui, et sachant qu'aujourd'hui on est autour de 75 à 80%, gagner 10 points, 10% de rendement de réseau, ça peut paraître marginal. En Mhm. fait, sur les volumes comme on a dans les Vosges, j'ai fait un calcul rapide avant de venir, on a à peu près l'équivalent de 50 000 habitants d'écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écart de fuite entre 75% et 85% dans les Vosges nous permettrait d'alimenter l'équivalent de 50 000 habitants. Donc c'est pas neutre. C'est assez révélateur, effectivement. Nadine Perrin, racontez-nous ce que vous avez fait sur votre commune ces dernières années, puisque, je le répète, en 2018, vous avez été confronté, et ça avait été assez impactant, hein, ça avait eu un petit écho au niveau national par voilà, des pénuries d'eau avec C'est euh, ça. de l'alimentation, enfin de la distribution de bouteilles d'eau à vos administrés, aux habitants. Alors, on apprend de nos mauvaises expériences. Hein. Donc, on avait eu un premier épisode en 2015 déjà. Mhm. Donc, le problème ne date pas d'hier, ce qui nous a permis de faire un diagnostic précis. 2018, tout n'était pas terminé, on a de nouveau été embêtés. Et clairement, la cause de ces problèmes était que la ressource en eau ne comblait pas les erreurs de gestion, on va dire, hein, puisque les réseaux datent la- dans la plupart des communes de 60, 50, 60 ans. Et tant que ça coulait, on ne s'occupait pas trop en fait de ce réseau, jusqu'au jour où la ressource baisse et on se dit qu'à chaque fois qu'on perd de l'eau, on est en difficulté. Donc suite à ça, le diagnostic, puis un premier programme de travaux pour améliorer la sectorisation des réseaux et la gestion, la surveillance du réseau, ont permis en 2021, faire des travaux qui nous permettent d'avoir des réactions immédiates en cas de problème. On est alerté sur les téléphones, sur les logiciels. Donc l'appui technologique, numérique, Oui, vous permet aujourd'hui tout voilà, à fait. de faire une gestion, certainement, mais déjà un diagnostic très précis, Un diagnostic au très moment T. au moment T, mais aussi au fil du temps. Ok. On voit tout de suite quand la nuit, il y a de l'eau qui coule à certains endroits, c'est pas normal. La nuit, entre 2h et 5h du matin, il n'y a pratiquement pas de consommation d'eau. Mhm. Donc on peut chercher les fuites, on n'attend pas qu'elles arrivent, on les cherche. Et on les trouve puisqu'on peut sectoriser plus facilement. Ok, d'où vient-elle cette eau chez vous? Racontez-nous, sur le Euh, Rue, donc commune de moyenne montagne, quelques 9000 habitants, 900. 900, 900 évidemment, 900. 900 habitants à l'année, 300, 350 lits de tourisme éventuellement l'été. D'où vient-elle cette eau et quelle quantité avez-vous? Elle vient de captage de la montagne, Mhm. tout simplement. On a 5 sources en tout qu'on utilise et qui sont voilà, qui varient au fil de la météo. Et effectivement, l'année dernière, on était arrivé à des débits assez bas, des sources qui alimentaient le réseau. Jean-François Fleck, quel regard vous portez sur ces deux premiers témoignages? Évidemment, le travail sur les réseaux et puis voilà, une commune comme Basse-sur-le-Rue, le travail vraiment très précis au moment T, enfin les adaptations, les premières adaptations, parce que j'imagine que C'est pas la fini. technologie, voilà, elle va avancer très vite à ce sujet. Ben, déjà, le fait que le massif vosgien est confronté à des situations de mise en tension des collectivités, c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne connaissait pas, qui est dû bien sûr aux sécheresses, mais aussi au fait qu'on n'ait pas de nappe qui stocke l'eau comme ça peut se passer ailleurs en plaine, par exemple. J'allais vous poser la Voilà. question. Et Rappelez-nous le principe sur le massif.
ce sont des nappes de surface, entre guillemets. Ce sont des petites poches d'eau avec des sources qui restituent. Mais si ces petites poches ne sont pas réalimentées régulièrement, comme c'était le cas dans les années antérieures, à un moment donné, ces poches sont vides et les sources se tarissent. Donc là, ça pose le problème de la disponibilité de la ressource et donc de la gestion de la ressource. Quand on analyse un peu pas les causes de la tension, on peut déterminer qu'il y a un problème important avec l'urbanisme, avec l'imperméabilisation des sols, qui ne permet pas à l'eau de retourner dans les sols et donc de rester un peu disponible ensuite. Et Jean-François Fleck, on pense à ça pour les villes, on pense à ça pour les zones urbaines. Ah non, mais en montagne, c'est le cas en montagne aussi. Ah oui, il y a aussi de l'imperméabilisation en montagne. Et surtout, le développement un peu, comment je dirais, pas anarchique, mais de fuite en avant dans le développement de l'urbanisation dans les communes touristiques, de par l'attrait qu'elle représente. Et ce développement de l'urbanisation entraîne un développement de la population en saison, avec des multiplications de la population plus ou moins importantes. On a vu avec Gérardmer, avec d'autres communes. Et Bas-sur-le-Haut n'était pas la seule commune à être en tension sur le massif. Il y en a de plus en plus à cause justement de cette augmentation de fréquentation touristique. Donc là, se pose vraiment un problème de gestion touristique à moyen et long terme et également de réflexion par rapport au développement, voire à l'arrêt du développement de l'urbanisme. C'est un critère qui existe dans le code de l'urbanisme. Un maire peut refuser un permis de construire si la ressource en eau ne permet pas de subvenir aux besoins. Alors je crois que l'erreur à éviter... Citons l'exemple de Gérardmer qui évidemment, alors tant en termes de, j'ai envie de dire quelque part, voilà, ça a été une réponse à la problématique, mais ce n'était pas la question principalement posée. L'eau, le fait de ne plus pouvoir construire au-dessus de 700 mètres, voilà, c'était pour conserver un petit peu les paysages, limiter l'expansion d'urbanisme. L'eau, aujourd'hui, elle se greffe là-dessus. J'ai envie de dire, pardon, mais heureusement. Enfin, heureusement qu'il y a des choses des décisions qui ont été prises. Même si ça reste difficile. Oui. Et je pense qu'il y en a encore à prendre dans ce sens-là, avec vraiment une véritable réflexion à l'échelle intercommunale de l'urbanisme et de son développement, en lien avec la consommation des terres agricoles et naturelles. Hein, ça, c'est déjà un premier problème, mais aussi en lien avec la problématique de l'eau. Et ça doit faire l'objet d'une réflexion importante. Et problématique. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir rechercher de nouvelles sources d'eau pour permettre toujours la fuite en avant vers le développement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut partir à partir de ce qu'on a, les possibilités que ça offre, et limiter la consommation en fonction de cette disponibilité. Nadine Perrin, vous partagez ce point de vue ? Alors, justement, on est concerné par ce problème, puisque en 2015, suite au premier problème, on a eu la solution de trouver une source secondaire, temporaire, chez un particulier qui avait une source qui coulait encore, pour abonder nos réservoirs. Après 2018, on a trouvé une source un peu plus haut que nos captages et on a demandé l'autorisation d'ajouter cette source secondaire qui n'est appelée à fonctionner que quelques temps, mais au moment les plus tendus, forcément, en été, pour augmenter notre ressource en eau. Voilà, un arrêté préfectoral a été pris en septembre 2021 pour nous autoriser à capter cette source. Jean-François Vautier. Alors, je réagis un petit peu parce qu'on était en association amené à réagir parce que ça concernait une zone humide. Or, tout le monde aujourd'hui s'accorde à reconnaître qu'il faut absolument protéger les zones humides. Et le fait d'opérer un drainage dans une zone humide pour un captage d'eau, ça pose quand même de grosses questions. D'autant plus qu'il doit y avoir toute une procédure de demande d'autorisation environnementale, d'études d'impact, qui n'ont pas eu lieu. Et comme je disais tout à l'heure, avoir recours à des sources supplémentaires quand c'est possible, pourquoi pas. Mais aller jusqu'à drainer dans des une zones humides, humide, là je crois qu'il y a un pas à ne pas franchir. Nadine Perrin. Il y a un dossier. Il y a un dossier en cours. Il y a un dossier, le recours est posé. On verra bien. La zone humide, en fait, elle est entre deux zones humides. Ouais.
le captage, là où il doit être fait, ne doit pas être fait dans la zone humide. Après, voilà, c'est technique. Oui, Le oui, on va pas dossier rentrer dans les d'autorisation a été fait. La préfecture a donné l'autorisation. L'arrêté est contesté. Voilà, on en Oui. est là aujourd'hui. Puis on ne Ok. va pas focaliser sur le Rhu, parce que ce Non, n'est pas la mais- seule commune qui est en tension avec les mêmes problèmes. quoi. Après, je voudrais dire quand même qu'un maire se doit, et un élu local se doit, d'offrir aux usagers le service qu'ils payent. Donc les abonnés payent un droit d'eau. Enfin, ils ont le droit d'avoir de l'eau à leur robinet. Les Après, communes, alors À un maintenant, moment T, il va peut-être falloir effectivement tout à fait. faire évoluer les choses à ce niveau-là, C'est ça. la Mais réglementation. je pense Je- que je- la j'entends, population comprend bien Hmm, aujourd'hui que tout le monde doit faire des efforts et que on peut admettre qu'il faut utiliser l'eau autrement. Et les communes, et maintenant les communautés de communes, auront tout de même à cœur de faire fonctionner leur réseau d'eau et le service d'alimentation en eau potable au public. On va pas rentrer dans le détail, Voilà. mais d'ailleurs, l'eau et l'assainissement, c'est devenu depuis quelque temps, mais avec une prise en main peut-être un petit peu diverse selon les territoires, mais une compétence des communautés de communes, justement, pour Jean-Marc Gaultier, pour avoir cette notion de réseau, d'interconnexion, etc. Base sur le C'est rue, fait chez nous. est-ce que voilà, vous êtes connecté avec... On sait par exemple que Gérardmer, on sait par exemple que la commune de Gérardmer vend un petit peu de son eau au Tauly, parce que au Tauly, il y a notamment la fromagerie évidemment Bon Grain Gérard, qui est une grosse consommatrice. C'est un fait. Est-ce contestable? N'est-ce pas contestable? A priori, dans une période de crise, on ferme la parenthèse bientôt, dans une période de crise, Jean-François Fleck, il y a des questions qui se posent. Absolument, oui, oui, non, mais il faut répondre aux besoins immédiats, c'est un fait. Mais je pense que dans les décisions qu'on prend, on se doit de respecter notamment la réglementation en vigueur. Or, la réglementation, elle existe par rapport aux zones humides notamment. Et en plus, dès lors qu'on constate que la réparation des fuites finalement permet de faire face à la situation, il n'y a pas de nécessité d'aller faire des forages supplémentaires. Vous voyez, c'est aussi l'approche concrète des problèmes. Donc il y a des choses urgentes à faire, les fuites, c'est assez important. Et après, qu'est-ce qui reste comme disponibilité de la ressource et comment on s'adapte pour faire avec cette disponibilité-là. Pardon, Jean-Marc Vauthier, un petit peu de prospective, je ne sais pas si c'est de la naturofiction. Est-ce que quand on aura résolu le problème des pertes d'eau, des rendements, le problème sera résolu? Non, on n'en sait rien. Alors, on ne sait pas. Simplement, il faut commencer par un bout. Et il est vrai que ce chantier de renouvellement et de gestion patrimoniale des réseaux, hein, vous l'avez noté, il date pour certains d'il y a plus de 50 ans. D'économie d'eau, là on est juste sur de l'économie. On est sur de l'économie voilà, d'eau. Enfin, d'économie. Celle Oui. qu'on perd. Et cet effort de modernisation, de renouvellement des canalisations, parce que c'est aussi lié à l'orage, hein, le fait qu'elles fuient. Et on a aujourd'hui des systèmes modernes, je dirais, qui permettent de mieux gérer l'eau, mieux piloter, etc. Donc moderniser les réseaux, ça ne se fait pas en un an. On fait une tranche de travaux en un an, mais renouveler un patrimoine, ça va prendre beaucoup de temps. Alors les premiers mètres cubes gagnés, ça va être très précieux. Puis après, progressivement, on va encore gagner des points. Donc ça, c'est la première étape. La seconde, ça va sans doute nous montrer que sur certains territoires, il y a l'eau, elle est quand même présente en quantité. Ça va peut-être permettre d'en dériver un peu moins et d'en laisser un peu plus pour les milieux naturels, pour les zones humides qui nous sont très précieuses. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a cet enjeu aussi de la faune aquatique, hein, des milieux aquatiques, avec, je dirais, des cours d'eau qui sont en souffrance. Une petite pensée pour les pêcheurs, je dirais, qui font des pêches de sauvegarde, je dirais, en ce moment, là, pour sauver la faune piscicole. Donc, cette présence de l'eau dans les milieux naturels, elle est très importante. Donc, on est sur des vases communicants, ce qui n'est pas dans le réseau d'eau potable, reste au milieu naturel. Derrière, il y a des enjeux dans le temps et dans l'espace, je dirais, cette gestion aujourd'hui qu'on voit porter plutôt à l'échelle des territoires, des intercommunalités. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre des réseaux entre toutes les communes, mais par contre, on va sans doute dépasser assez rapidement, c'est déjà le cas, je dirais, dans les vallées, parce qu'on parle comme ça dans les Vosges, dans les vallées, on dépasse le cas de chaque commune. Et les collectivités créent entre elles des solidarités, peut-être pas pour mettre des tuyaux entre elles, mais quand il le faut, elles s'interconnectent, elles se dépannent en cas de secours.
Et aussi, on mutualise aussi les compétences et puis tout ce qui est la technicité, parce que gérer ces tuyaux-là, ça nécessite de la technicité que ne peuvent pas, je dirais, porter chaque collectivité. Donc, une gestion un petit peu plus territoriale de l'eau, une vision prospective en lien avec l'urbanisation aussi à long terme, ce qu'on veut faire en termes de développement des territoires, et puis une adaptation, je dirais, aussi dans le temps avec les changements climatiques, parce que si on a connu une baisse, en tout cas des ressources en eau progressive globalement depuis 2003 sur nos ressources en eau, avec des pics en 2018, en 2022, on verra en 2023. La tendance, elle est marquée. Et on n'est pas au bout quand on se projette sur les scénarios de changement climatique. Notre région est particulièrement touchée par ces enjeux-là à moyen terme, en particulier l'Europe, en particulier les massifs. Et donc, la trajectoire, elle va se poursuivre. Donc, les périodes sèches, les périodes chaudes, c'est pas juste une parenthèse, c'est là dans la durée et ça va sans doute s'accentuer. Jean-Marc Gauthier, excusez-moi, question difficile. Vous êtes confiant ou plutôt pessimiste dans la ressource de demain et dans notre capacité? On aurait eu énormément de choses à dire, mais on arrive déjà au terme de cette émission. Adaptation, on a parlé en termes d'urbanisme, adaptation en termes de fréquentation touristique, adaptation en termes de pratiques agricoles, etc. Des choses que l'on connaît, qu'on évoque. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on aura le temps? On verra. Simplement, je pense que chacun aussi doit faire un effort, je dirais, à son niveau. On a beaucoup parlé des collectivités. Les particuliers sont très concernés sur les usages de l'eau. On a vu l'accueil touristique. Il y a plusieurs manières de consommer de l'eau quand on est touriste, quand on est habitant, quand on est industriel, quand on est artisan, quand on est agriculteur. On est quand même sur quelque chose d'assez récent. Ce sujet, je l'ai évoqué, de la problématique de manque d'eau ici. C'est manque d'eau parce qu'on ne s'est pas adapté, mais l'adaptation nous permettra quand même de bien traverser, je dirais probablement en tout cas pendant des dizaines d'années encore, de bien partager la ressource en eau, d'utiliser l'eau à bon escient. Là où je suis moins optimiste, c'est sur le volet environnemental, avec quand on voit l'impact de la même eau, je dirais, sur les massifs forestiers. Là, c'est plus impactant. Et il y aura sans doute des répercussions aussi sur les ressources en eau, puisque sans massifs, sans des sols vivants, sans des zones humides, on a du mal de maintenir l'eau sur nos montagnes. Donc là, il y a une inquiétude. Jean-François Fleck, Oui, ce sera le mot de la fin, si je peux me abonder permettre. tout à fait dans ce sens en disant ok, on peut faire des économies, on peut s'adapter, mais il y a des grandes décisions à prendre pour rétablir le cycle de l'eau, parce qu'on perd notre eau dans l'imperméabilisation des sols, qu'elle soit au niveau des infrastructures, des villes, etc., mais aussi au niveau des sols agricoles qui sont de plus en plus tassés et beaucoup moins vivants, et qui retiennent beaucoup moins l'eau, voire qui ont fait l'objet de nombreux drainages, et toute cette eau repart de manière accélérée à la mer, alors qu'elle devrait rester dans les sols et constituer des réserves. Si on n'a pas cette approche vraiment de rétablissement du cycle de l'eau, on ne pourra pas faire face. Et s'ajoute à cela la bataille pour la qualité, parce que les captages d'eau potable, il y a un problème de quantité à la clé, bien sûr, mais il y a aussi un gros problème de qualité qui se fait de plus en plus prégnant. Pas un jour ne se passe en France où des articles de la presse font état de fermeture de captage pour dépassement des limites de pollution, notamment pesticides. On est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante et les Vosges, bien que moins touchées, ne sont pas exemptes de dépassement des limites pesticides. Et je crois que là, il y a une responsabilité énorme à la fois des ARS et des préfectures qui n'interdisent pas les pesticides dans les aires d'alimentation de captage. Ça devient inacceptable. Jean-François Fleck, évidemment, on aurait encore énormément de choses à dire, notamment sur la répartition. On pense, vous l'avez évoqué tout à l'heure très rapidement, évidemment, à la problématique de la répartition des ressources en eau sur la plaine, autour de Vittel, bien évidemment, entre les usages domestiques et destinés à l'industrie de l'agroalimentaire, Nestlé et la fromagerie Hermitage. Plein de choses encore à se dire, mais ça se termine ici. Merci infiniment de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, non pas ici dans ce studio, mais pour la dernière émission en extérieur à l'Open 88, le Grand Est Open de tennis féminin de Contrexéville. À la semaine prochaine.